Nous devons faire sortir les gens de la plateforme. Nous ne pourrons peut-être pas maintenir la plateforme. La plateforme pourrait basculer. Le cri désespéré du contremaître grésillait sur la radio d'urgence, sa voix presque inaudible dans la tempête. L'Ocean Ranger, autrefois une forteresse imposante en mer, était assiégée. D'énormes vagues s'écrasaient contre lui de tous côtés tandis que de l'eau glaciale s'infiltrait. Dans le chaos, les hommes se battaient pour des gilets de sauvetage, leur seul espoir de survie, tandis que d'autres faisaient un choix plus désespéré, sautant de la gigantesque plateforme pétrolière dans l'océan en dessous. Ceux qui restèrent à bord faisaient face à une réalité terrifiante. Allaient-ils bientôt subir le même destin? Quelques heures plus tôt seulement, l'Ocean Ranger se tenait droit dans la mer. Maintenant, la gigantesque plateforme pétrolière penchait dangereusement, se rapprochant de plus en plus des vagues rugissantes comme si l'océan lui-même était déterminé à tirer l'énorme navire sous la surface noire d'encre. Comment tout a-t-il pu aller si mal? Comment cette force d'ingénierie inarrêtable est-elle devenue un piège mortel? Le temps s'épuise, quelqu'un pourrait-il survivre aux derniers instants de la plateforme? Il pensait qu'il était insubmersible. Même si tout l'équipage à bord l'appelait une plateforme, l'Ocean Ranger était techniquement une plateforme de forage autopropulsée conçue pour être semi-submersible. À l'époque, c'était de loin la plus grande plateforme de ce type jamais construite, pesant 25 000 tonnes, ou 28 000 tonnes courtes, et se dressant à peu près à la hauteur d'un immeuble de 33 étages. Bien qu'elle dominait l'équipage à bord du pont principal, presque un tiers entier de l'Ocean Ranger lui-même était dissimulé profondément sous l'eau. 80 pieds sous les vagues se trouvait une paire de pontons de 400 pieds, équipés de réservoirs de ballast qui pouvaient être remplis d'eau pour maintenir la plateforme à flot dans des mers difficiles. Elle aurait dû résister à tout ce que l'océan lui lançait. Insubmersible, du moins c'est ce qu'il croyait. Il forageait dans les grands bancs de terre neuve, à 166 miles ou 267 km de la terre ferme canadienne. La plateforme forait à 152,4 mètres de profondeur dans les réserves de pétrole et de gaz naturel sous le plancher océanique. La zone était connue pour son climat dangereux, surtout en hiver. L'équipage à bord de l'Ocean Ranger avait confiance en la capacité de la plateforme à les protéger de la force brute de la mer. Mais cette confiance leur offrirait peu de protection contre les forces combinées des éléments, comme ouvrir un parapluie pour se défendre contre un ouragan. 14 février 1982. Ce matin-là, l'équipage écoutait les prévisions météorologiques, annonçant l'arrivée d'une violente tempête hivernale, avec des vents de 90 nœuds et des vagues allant jusqu'à 37 pieds, se dirigeant vers les grands bancs, alimentés par un grand cyclone plus loin dans l'Atlantique. Mais personne ne s'en faisait vraiment. La plateforme a été conçue pour résister à ces conditions météo, donc personne n'était immédiatement inquiet. La plupart de l'équipage l'avait vu résister contre de puissantes vagues et tempêtes auparavant. Les conditions météorologiques hivernales, rigoureuses près des grands bancs, n'avaient pas été minimisées pour l'équipage d'ouvriers pétroliers aguerris. Mais malgré tout, aucun d'entre eux à bord n'avait de raison de croire que cette prochaine tempête serait différente de la dernière. Après tout, pourquoi le serait-elle? Fameuse dernière parole. L'équipage ne fait encore que le gréement. Et l'équipage pour les tempêtes. Certains étaient chargés de trouver tout équipement susceptible d'être emporté par les vents redoutables et de le fixer en place. D'autres avaient pour mission de vérifier méticuleusement que les hublots et les portes étanches étaient correctement scellés. Le plus critique était ensuite de gérer les réservoirs de ballast en dessous. Le système de contrôle de ballast régulait la quantité d'eau de mer entrant ou sortant des réservoirs, ce qui signifie qu'il pouvait maintenir la flottabilité de l'Ocean Ranger en réponse aux eaux sauvages et indisciplinées en dessous. En cas d'échec, leur sort était scellé. Mais l'équipage sait que le Ranger est une bête robuste. Il est conçu pour résister à des vagues de 33 mètres de haut et à des vitesses de vent allant jusqu'à 100 nœuds. Malgré l'intensité rapportée de cette tempête à venir, cela ne dissuade guère l'équipage de poursuivre leurs tâches quotidiennes après avoir pris les mesures de sécurité appropriées. Mais il ne serait presque pas suffisant face à la tempête qui approchait. Peu de membres de l'équipage savaient que la tempête apporterait des vagues qui décimeraient toutes les défenses de l'Ocean Ranger. Qu'ils soient motivés par leur conviction que l'Ocean Ranger pourrait résister aux intempéries, ou par peur des représailles de leurs supérieurs chez Odeco Incorporated et Mobile s'ils abandonnaient donc leur poste, l'équipage a persévéré. Au fil de la nuit orageuse, les conditions sur la plateforme compliquèrent de plus en plus le travail. La pluie était déjà assez mauvaise, travaillant de concert avec les vents féroces de 80 nœuds ou de 92 miles par heure pour geler les hommes jusqu'à l'os. Malgré les lumières de la garde-côte, l'obscurité régnait en mer. La visibilité était mauvaise, le forage était rapidement devenu une bataille difficile.
Les systèmes de la plateforme, notamment le contrôle de ballast, nécessitaient une surveillance constante, et l'équipage était dangereusement réduit. Rapidement, les vagues frappant l'Ocean Ranger ont commencé à monter, augmentant en hauteur et repoussant les limites de ce que la plateforme pouvait supporter. L'équipage était en communication radio constante avec la côte, ainsi qu'avec les autres plateformes de la région, les tenant tous au courant de la situation en mer pendant que le forage continuait. À 7h15, une transmission radio a atteint le SEDCO 706. L'équipage à bord de la plateforme pétrolière voisine a entendu certaines communications internes de l'Ocean Ranger, signalant que les vagues devenaient plus grandes, certaines mesurant entre 55 et 65 pieds. Il y avait aussi quelque chose à propos d'un portail cassé, et de l'eau s'infiltrant dans la plateforme elle-même. Peu avant, une vague scélérate, bien plus grande et puissante que les autres dans la tempête, avait frappé l'Ocean Ranger. La plateforme pétrolière, déjà poussée à ses limites par des vagues de plus en plus puissantes, a été frappée le plus fort par cette dernière. La vague a frappé directement le côté de l'Ocean Ranger avec une telle force qu'elle a brisé l'une des fenêtres du portail qui se trouvait justement dans la salle de contrôle du ballast. Un énorme flot d'eau glacée a envahi l'une des salles les plus essentielles de toute la plateforme, abritant le système vital pour maintenir l'Ocean Ranger stable. Chaque nouvelle vague qui frappait la plateforme pouvait désormais y pénétrer. L'inondation a rapidement détruit la technologie de la salle de contrôle du ballast. Le portail n'était pas une grande ouverture, mais il était assez grand pour que l'eau de mer s'engouffre à l'intérieur à chaque grosse vague. Le portail n'était qu'à 25 pieds de la surface de l'océan. Chaque vague plus haute apportait davantage d'eau à bord. 9 heures du soir. L'opérateur radio sur la plateforme pétrolière SEDCO proche a capté une autre transmission de l'Ocean Ranger. L'équipage signale un grave problème avec les vannes de contrôle de ballast de leur plateforme. Il semble maintenant qu'elles s'ouvrent et se ferment de leur propre gré. De retour sur l'Ocean Ranger, les eaux furieuses et les réservoirs de ballast inopérants ont provoqué une inclinaison et une bascule violente de la plateforme sous les pieds de l'équipage. Il existait un espoir, contrôler manuellement les réservoirs de ballast. Mais la tempête ne faisait qu'empirer. Sous la surface de l'océan, plus d'eau inonde les casiers à chaîne, avant situés dans les colonnes de support orientées vers l'avant pour la plateforme. Grâce au portail cassé dans la salle de contrôle du ballast et à l'inclinaison vers l'avant de l'Ocean Ranger, les casiers à chaîne avant laissent entrer suffisamment d'eau pour que les colonnes de support d'angle commencent à se remplir d'eau. Le niveau d'eau de mer, à l'intérieur de la plateforme, monte et déborde sur le pont supérieur. Les éclaboussures sous les pieds atteignent les chevilles. Puis les eaux montent jusqu'aux genoux, forçant l'équipage à patauger dans l'inondation. Alors que l'inondation atteignait la plateforme pétrolière, le navire semblait sur le point de chavirer, menaçant de précipiter l'équipage dans les eaux glacées de la mer tourmentée par la tempête. Pendant ce temps, l'équipage dans la salle de contrôle du ballast luttait contre les éléments, en tentant de stabiliser l'Ocean Ranger. Mais l'eau n'était pas le seul problème. Aucun d'entre eux n'avait été correctement formé. Il y avait eu un manque surprenant de formation de l'équipage à bord de l'Ocean Ranger. J'ai déjà paniqué par des infiltrations. En essayant de résoudre le problème, l'équipage à bord de l'Ocean Ranger avait accidentellement augmenté la liste avant de la plateforme, aggravant considérablement la situation. À 12h52, aux premières heures du 15 février 1982, l'Ocean Ranger a diffusé un Mayday, signalant que leur plateforme était fortement inclinée. Le MV Seaforth Highlander, navire d'urgence, a appareillé pour porter secours. 10 minutes seulement après la diffusion du message alarmant, les hélicoptères de Mobile et de la garde côtière canadienne étaient en l'air, se dirigeant vers la plateforme. Les hôpitaux de St. John's sur le continent ont été mis en alerte. En mer, malgré l'arrivée des secours, la proue de l'Ocean Ranger continuait de s'enfoncer, tandis qu'en même temps, la poupe de la plateforme était soulevée hors de l'eau. Le système de contrôle de ballast se trouvait à la poupe, ce qui signifie que ceux à l'intérieur perdaient leur équilibre et risquaient de graves blessures, alors que la pièce autour d'eux commençait à s'incliner. Pour aggraver les choses, les pompes utilisées pour remplir les réservoirs de ballast avec de l'eau n'avaient pas assez de puissance pour envoyer l'eau sur une pente aussi raide maintenant que la poupe s'élevait hors de l'eau. Chaque heure, la liste de l'Ocean Ranger s'aggravait, donnant de plus en plus l'impression que l'équipage allait devoir abandonner la plateforme ou mourir ou avorter. Suite à l'appel, les procédures d'urgence ont été rapidement déclenchées. Toutes les opérations de forage avaient déjà été arrêtées, mais il était maintenant temps de commencer à envisager sérieusement une évacuation à grande échelle de l'Ocean Ranger.
Les membres de l'équipage couraient de long en large sur la plateforme inclinée pour fermer tous les systèmes qui n'étaient pas considérés comme essentiels. Tout le monde devait désormais se concentrer sur la gestion de crise. Mais comme si la gravité de la tempête, le dysfonctionnement de l'équipement et l'inclinaison croissante de la plateforme ne suffisaient pas à gérer, tout comme lorsqu'il s'agissait de reprendre le contrôle du système de ballast, la compagnie n'avait pas fourni à l'équipage une formation formelle aux procédures de sécurité pour l'Ocean Ranger, y compris les procédures d'évacuation. Livrés à eux-mêmes, ils travaillaient à partir de leur expérience limitée des urgences de ce genre, entravés par les dispositifs de sécurité insuffisants à bord de l'Ocean Ranger. Les navires en route pour aider n'avaient reçu aucun protocole de sécurité à suivre, les rendant incapables de secourir les membres d'équipage qui auraient réussi à évacuer à bord des canots de sauvetage. La garde côtière canadienne, en route pour aider l'équipage de l'Ocean Ranger, a exercé son droit de réquisitionner d'autres bateaux, pour aider en cas d'urgence, sollicitant le soutien du MV Bolton Thor et du MV Norditor. Il s'agissait de navires en attente pour le Sedco 706 et la plateforme voisine Zapata Uglund. Cependant, ces bateaux, ainsi que le MV Seaforth Highlander, ont dû lutter contre les mêmes éléments qui malmenaient l'Ocean Ranger. Les vents forts et les eaux turbulentes empêchaient une approche sûre pour les bateaux, ce qui représentait un risque tout aussi grand pour la vie des équipes de secours que pour l'équipage qu'ils s'apprêtaient à aider. Malgré les efforts désespérés de l'équipage pour trouver une issue, les navires de soutien luttaient contre la tempête déchaînée. Ils avaient toute l'intention d'atteindre la plateforme instable et d'évacuer l'équipage à bord. Mais les conditions difficiles rendirent la tâche encore plus difficile. Mais la tempête en cours n'était pas le seul facteur entravant les tentatives de sauvetage. « 1h30 du matin. L'ultime message de l'Ocean Ranger a été envoyé. Il n'y aura plus de communication radio de l'Ocean Ranger, annonce l'opérateur radio de manière inquiétante. Nous allons au canot de sauvetage. Après cela, les navires de soutien n'ont rien entendu. Les autres plateformes écoutant les conversations radio n'ont capté que des interférences. L'Ocean Ranger s'était tu. À bord de la plateforme, l'équipage était en pleine tentative d'évacuation. Ce n'était pas aussi simple que de sauter dans un canot de sauvetage et de naviguer jusqu'à la sécurité du rivage. Une frénésie s'empara des dizaines de personnes tentant de quitter la plateforme qui coulait. Beaucoup se frayaient un chemin pour monter dans les premiers canots de sauvetage ou rassembler désespérément l'équipement de survie essentiel qu'ils pouvaient porter. Certains mettaient le reste de l'équipage avant eux-mêmes et s'assuraient que les gilets de sauvetage avaient été distribués parmi les hommes, les attachant et les sécurisant prêts à partir. D'autres tentaient désespérément de préparer les canots de sauvetage pour le départ, tandis que l'Ocean Ranger tanguait et roulait de plus en plus autour d'eux. Presque aussi terrifiant que la plateforme penchée autour d'eux était la connaissance de certains membres d'équipage que même s'ils quittaient l'Ocean Ranger, l'évacuation restait un dernier recours. Un canot de sauvetage n'était pas un billet pour la sécurité, c'était juste un échange, troquant un énorme navire qui avait déjà été ravagé par la mer pour un tout petit qui pourrait tout aussi facilement être emporté par les vagues. Même en se libérant de l'Ocean Ranger, les membres de l'équipage seraient toujours à la merci des éléments, ballottés sur l'eau tout en se blottissant ensemble dans l'espoir qu'une des équipes de secours puisse à la fois les voir et être capable de les atteindre dans la tempête. Alors que certains membres de l'équipage essayaient désespérément de se préparer à l'évacuation avec peu de préparation ou de formation pour les équiper pour une urgence comme celle-ci, d'autres commençaient à paniquer. Les tensions s'intensifiaient. Certains hommes restaient confus sur les événements, tandis que d'autres voulaient quitter l'Ocean Ranger avant qu'ils ne deviennent leur tombeau marin. Mais aucun d'entre eux n'ignorait la vérité terrifiante et inévitable. Toutes leurs vies étaient en jeu. Les canots de sauvetage de l'Ocean Ranger étaient conçus pour être lancés dans des conditions extrêmes et défavorables, comme beaucoup d'autres. Mais peu sont destinés à être lancés à l'angle où la plateforme pétrolière était maintenant inclinée. En particulier, les canots de sauvetage à bord de l'Ocean Ranger comptaient sur la gravité pour tomber directement dans l'eau, ce qui signifie que la plateforme devait être relativement de niveau, ce qui n'était certainement plus le cas. Mais par un petit miracle, un des canots de sauvetage a réussi à se lancer, contenant jusqu'à 36 membres de l'équipage, tous entassés à l'intérieur du minuscule vaisseau. Quelque temps après que le canot de sauvetage ait touché l'eau, le bateau de soutien MV Seaforth Highlander est arrivé dans la zone, pour ne voir que des corps flottants dans l'eau. Il y avait au moins 20 membres d'équipage flottant dans les mers agitées, selon les rapports ultérieurs de témoins à bord du navire en attente. Avec les autres dans le canot, 56 personnes en tout
avait atteint l'eau d'une façon ou d'une autre. 2h21 du matin. Le MV Seaforth Highlander a repéré des fusées de détresse et s'est dirigé vers un des canaux de sauvetage. Il a dérivé vers le navire en attente, avec quelques membres de l'équipage de l'Ocean Ranger. Alors qu'il s'approchait d'eux, l'équipe de sauvetage à bord du Seaforth a pu jeter précipitamment des cordes vers le canot de sauvetage et a commencé à le rapprocher à travers l'océan. Mais la tempête agitait toujours les eaux en un maelstrom, et avant que quiconque puisse être aidé hors du canot de sauvetage et amené à bord du Seaforth Highlander, le petit navire a été violemment frappé contre la coque du navire de soutien. D'autres vagues puissantes ont brisé soudainement la ligne et renversé le canot de sauvetage. Il a chaviré dans les eaux glaciales de l'Atlantique Nord, laissant les quelques hommes sortant du canot de sauvetage, s'accrochant maintenant à ses côtés pour sauver leur vie, trempés et transis jusqu'à l'os, et les mains engourdies par l'eau glacée. Le MV Seaforth Highlander a lutté contre les vagues enflées pour atteindre les hommes. Mais il était déjà trop tard lorsque le bateau les a atteints. Le froid les avait déjà emportés. Seul un membre de l'équipage de l'Ocean Ranger a été vu dans un gilet de sauvetage orange vif. Le Seaforth Highlander a failli le découper en morceaux avec ses hélices, en essayant de se positionner pour le sauver. L'équipage de sauvetage à bord a lancé un grappin dans l'eau, essayant de hisser l'homme à bord. Même si le grappin s'est accroché à son gilet de sauvetage, l'homme a rapidement disparu sous l'eau. Essayant désespérément de sauver quelqu'un, n'importe qui de l'Ocean Ranger, l'équipe de sauvetage à bord du Seaforth a réalisé qu'il ne pouvait pas sortir quelqu'un de l'eau aussi violente que celle-ci, les vagues gigantesques, rendant dangereuse toute tentative de sauver l'un des hommes se noyant ou mourant de froid. Comme si lutter contre les hautes vagues glacées et les vents puissants soulevés par la tempête n'était pas assez difficile, les navires en attente n'avaient tout simplement pas été équipés pour une urgence de cette ampleur. 2h30 du matin. La garde côtière et les hélicoptères de sauvetage de Mobile étaient arrivés. Comme les navires en attente, ils ont peiné à s'approcher, à cause de la violence de la tempête. L'un d'eux s'est dirigé vers le premier homme que l'équipage a repéré, et a abaissé un sauveteur pour récupérer le membre d'équipage de l'Ocean Ranger de la mer, mais il était déjà mort. Les hélicoptères ont lutté contre des vents de 145 km/h, mais même avec la difficulté à rester en l'air dans ces conditions, les vagues de la mer rendaient presque impossible la récupération des corps dans les eaux ci-dessous. Au lieu de cela, le mieux que les hélicoptères pouvaient faire était d'essayer de guider les navires de soutien vers les corps qui flottaient dans l'océan. Mais en essayant de se rapprocher, il était clair pour les équipages à bord du Seaforth Highlander et des autres bateaux réquisitionnés qu'ils se mettaient en danger. Les hommes sur le pont essayant de récupérer les corps risquaient d'être eux-mêmes jetés par-dessus bord par les vagues glaciales, rejoignant potentiellement l'équipage de l'Ocean Ranger dans leur sombre destin. 2h45 du matin. Une autre équipe de secours a signalé avoir aperçu l'Ocean Ranger. La plateforme penchait toujours fortement, les vagues s'écrasant sur le pont principal, qui aurait dû se trouver bien au-dessus du niveau de la mer. De loin, le bateau semblait vide, tous les canaux de sauvetage avaient disparu. Ils auraient pu être emportés par la tempête, ou peut-être que l'équipage restant avait réussi à les lancer, en continuant à fouiller les eaux. Les navires en attente et les hélicoptères travaillant en tandem ont pu trouver 2 autres canaux de sauvetage et une poignée de radeaux de sauvetage gonflables de l'Ocean Ranger. Chacun n'avait personne à bord. Un des bateaux a découvert un canot de sauvetage avec les corps de plusieurs membres d'équipage à l'intérieur, mais l'équipe de sauvetage n'a pas pu le récupérer à cause de la tempête. Ce canot de sauvetage n'a jamais été revu. Les hélicoptères de sauvetage sont arrivés trop tard. Ils ne pouvaient guère faire plus que de fournir un geste futile d'aide au bateau en dessous, mais ils avaient tout autant de mal à naviguer à travers le temps orageux. Tous les membres d'équipage de l'Ocean Ranger avaient empéri. Ceux qui ont réussi à quitter la plateforme ont soit succombé à l'hypothermie, soit se sont noyés, et ceux qui ne l'ont pas fait, s'ils avaient survécu à bord de la plateforme qui chavirait, n'ont probablement pas vécu beaucoup plus longtemps. L'Ocean Ranger penchait tellement qu'il n'était plus stable. 3h13 du matin. La plateforme pétrolière Ocean Ranger a complètement chaviré et a disparu sous la ligne de flottaison, disparaissant de la vue et plongeant au fond de l'océan. La catastrophe était terminée, aucun survivant. Malgré les multiples tentatives des navires et des hélicoptères pour secourir les membres d'équipage dans l'eau, toutes ont échoué. La vague qui a tout déclenché en s'écrasant à travers le portail de l'Ocean Ranger et en endommageant le système de contrôle de ballast a emporté 84 vies, chaque membre de l'équipage. Suite à la catastrophe, l'opération de recherche et de sauvetage s'est transformée en mission de récupération. Au cours des jours suivants, sur les 84 membres d'équipage à bord, seuls 22 corps ont été récupérés de l'océan Atlantique Nord et amenés au port de Pier 17. Quelques jours plus tard, des débris de l'Ocean Ranger et les effets personnels de l'équipage se sont échoués sur les côtes de Terre-Neuve.
Une fois la tempête dans l'Atlantique Nord apaisée, les forces combinées de l'armée canadienne et de la garde côtière des États-Unis ont mené une recherche extensive de ce qui restait encore de l'Ocean Ranger. Dans les semaines après le naufrage, ils ont utilisé le sonar pour scanner la zone océanique autour du lieu où la plateforme avait sombré. L'épave a finalement été trouvée presque 500 pieds au sud-est du puits, où elle opérait avant que la tempête ne frappe. La structure principale de l'Ocean Ranger reposait à 260 pieds sous l'eau sur le fond de l'océan, entourée de ses propres débris. Tout ce qui avait été arraché pendant la tempête, y compris les derricks de la plateforme pétrolière et les grues à bord, était maintenant éparpillé comme des os sur le fond marin. Après avoir établi que l'épave de l'Ocean Ranger représentait un danger pour la vie marine et les navires en raison de sa faible profondeur, elle a alors été remontée et remorquée vers des eaux plus profondes, où elle a pu couler à nouveau. Juste une autre tombe aquatique. Maintenant, découvrez, pourquoi le Titanic est-il toujours au fond de l'océan ? Ou regardez plutôt ceci.